Laisse-moi te raconter une petite histoire. Dans un système stellaire très très lointain, à 2600 années-lumière pour être plus précis, se trouve une exoplanète baptisée Kepler 1658b. C'est une géante gazeuse semblable à notre Jupiter. Mais ce qui la différencie de Jupiter, c'est que cette pauvre planète est condamnée. Elle se dirige en spirale vers son étoile mère, ce qui finira par provoquer une brûlante collision. Mais le plus intéressant, les astronomes seraient restés totalement ignorants de ce fait s'il n'y avait pas eu un tout petit indice. Il s'agissait d'un changement absolument minuscule dans l'orbite de cette planète. Et il serait passé complètement inaperçu si les astronomes n'avaient pas comparé plus d'une décennie de données collectées par différents télescopes. Concrètement, les astronomes ont observé cet exo-Jupiter passer entre notre planète et son étoile mère une fois toutes les 2 semaines au cours des 13 dernières années. Et ils ont constaté que l'orbite de la planète était de plus en plus réduite. Chaque année, Kepler 1658b a besoin de 131 millisecondes de moins pour effectuer une révolution autour de son étoile. Si cette tendance se poursuit, la planète entrera certainement en collision avec son astre dans 2,5 millions d'années. Même avant cette découverte, des simulations informatiques prédisaient déjà que certaines planètes pourraient finir par s'écraser sur leur étoile. Mais c'est la première fois que les astronomes ont acquis une preuve concrète d'une pareille issue, en mesurant des changements presque imperceptibles dans l'orbite d'un corps céleste. Ils savent maintenant avec certitude ce qui se passe lorsqu'une planète s'apprête à s'écraser sur son étoile, même si nous ne serons probablement pas là pour en être témoins. Mais laisse-moi t'en dire un peu plus sur cette planète condamnée. Elle a été découverte par le télescope spatial Kepler de la NASA, aujourd'hui hors service. Lancé en 2009, il avait pour mission de trouver des planètes en orbite autour d'autres étoiles, appelées exoplanètes. Et la toute première exoplanète repérée par le télescope a été la géante gazeuse dont nous venons de parler. Mais il aura fallu une dizaine d'années aux astronomes pour confirmer que ce corps spatial était bien une exoplanète. Cet astre est comme une version plus dense de Jupiter, prend l'équivalent de 6 Jupiters en termes de matière, presse-les en une boule environ 1,1 fois plus grosse, et voilà le travail. La planète est en rotation synchrone avec son étoile mère, ce qui signifie qu'elle effectue un tour complet chaque fois qu'elle achève une révolution autour de l'étoile. Par conséquent, c'est toujours le même côté de la géante gazeuse qui fait face à cette dernière. C'est la même chose que pour notre Lune. Notre satellite naturel est en verrouillage gravitationnel avec la Terre, c'est pourquoi nous ne voyons que la moitié de sa surface. Qu'est-ce qui attire inexorablement l'exo-Jupiter vers son étoile ? Eh bien, c'est le même processus qui éloigne la Lune de la Terre. Lorsqu'une Lune se trouve en orbite autour d'une planète, ou qu'une planète est en orbite autour d'une étoile, leurs forces de gravité interagissent et exercent une attraction sur la masse de l'autre. C'est ce qui provoque les marées sur Terre. Cette attraction libère de l'énergie et elle peut faire accélérer ou ralentir un objet. Dans le premier cas, le corps spatial s'éloignera peu à peu. Dans le second, il commencera à se rapprocher. Et c'est exactement ce qui arrive à cette géante gazeuse. Son étoile mère a une masse 1,5 fois supérieure à celle de notre Soleil. Il n'est donc pas étonnant que ces forces de marée ralentissent progressivement le mouvement de la planète, l'attirant vers l'intérieur. Tout cela semble assez tragique, mais cette collision potentielle n'est pas, et de loin, la chose la plus bizarre qui se produise dans l'espace. Penchons-nous sur d'autres cas. Bételgeuse, par exemple, une géante rouge située dans la constellation d'Orion, a commencé à s'assombrir en 2019. Et cela a déconcerté les astronomes. À ce moment-là, l'étoile avait déjà enflé pour atteindre des proportions phénoménales. Si elle devait remplacer notre Soleil, sa surface s'étendrait bien au-delà de l'orbite de Jupiter. Puis Bételgeuse est devenue moins lumineuse durant l'automne 2019, et ce processus s'est poursuivi jusqu'en février 2020. Les changements étaient perceptibles à l'œil nu, et pour cause, la luminosité de l'étoile avait chuté de 2/3. À ce moment, les astronomes étaient persuadés que Bételgeuse était sur le point d'exploser en une supernova. Ils ont continué à observer l'étoile, mais de façon inattendue, elle a retrouvé sa luminosité habituelle. Grâce au télescope spatial Hubble, les scientifiques ont compris que l'étoile avait éjecté une partie de sa matière et que celle-ci bloquait partiellement sa lumière.
Que dirais-tu d'exoplanètes semblables à de la barbe à papa? Il s'agit de planètes particulières situées en dehors de notre système solaire. Également surnommées Super Puff, elles ont la densité la plus faible jamais enregistrée, ce qui leur donne un aspect aérien et dufteux. Bien qu'elles ressemblent à la friandise la plus emblématique des parcs d'attractions, ces planètes sont absolument énormes. À bien y penser, les scientifiques découvrent sans arrêt des choses bien étranges dans l'espace. Certaines d'entre elles ressemblent juste à des taches floues. Mais il y a un type de ces taches qui ne s'apparente à aucun autre corps spatial connu. Les ORC, ou cercles radio étranges, ne sont visibles qu'au moyen de radiotélescopes. Il pourrait s'agir des restes de supernovas, mais certains astronomes vont jusqu'à affirmer qu'ils pourraient être l'entrée de trous de verre. Il s'agit de tunnels hypothétiques entre deux points très éloignés dans l'espace. La mission Juno a remarqué quelque chose d'étrange dans la haute atmosphère de Jupiter. Cette manifestation inhabituelle consistait en des phénomènes lumineux transitoires bleutés, virevoltant au-dessus de la surface de la planète. Il s'agissait de deux types d'éclairs étincelants, qui se produisent pendant de courtes périodes de temps, quelques millisecondes tout au plus. Ils s'étendent de haut en bas vers la surface de la planète. Sur Terre, ces éclairs se produisent généralement à une hauteur de 100 km au-dessus d'orages massifs. Les planètes errantes ne tournent pas autour de leur étoile, peut-être parce qu'elles n'en ont tout simplement pas. Ces corps spatiaux flottent librement à travers l'univers et peuvent se retrouver littéralement n'importe où. Ils sont également assez difficiles à détecter, car les planètes errantes ne produisent que de faibles émissions. Mais il n'y a pas si longtemps, des astronomes ont repéré la plus petite planète errante de la Voie lactée. Elle est plus petite que la Terre, mais un peu plus grande que Mars. Les sursauts radio rapides sont des émissions spectaculaires d'ondes radio d'une durée de quelques millisecondes, sauf qu'ils recèlent autant d'énergie que notre Soleil en produit en plusieurs jours. La plupart de ces sursauts radio rapides proviennent de très loin, bien au-delà de la Voie lactée. Mais récemment, des astronomes en ont détecté quelques-uns provenant de notre propre galaxie. Et leur source était un magnétar situé à seulement 30 000 années-lumière de notre planète. Si elles existent, les pattes nucléaires sont la matière la plus solide de tout l'univers. Formée à partir des restes d'étoiles éteintes, cette substance est comprimée pour former des enchevêtrements de matière semblables à des spaghettis. Elles peuvent se briser, mais seulement si tu y appliquais 10 milliards de fois la pression nécessaire pour rompre l'acier. Il n'y a pas si longtemps, des chercheurs ont découvert que l'une des étoiles les plus massives de notre voûte céleste avait tout simplement disparu. Il s'agissait d'une étoile située à 75 millions d'années-lumière de la Terre. Normalement, c'est trop loin pour que les astronomes puissent y distinguer clairement des étoiles individuelles, à moins qu'elles ne soient énormes. Et l'étoile dont nous parlons l'était clairement. Elle brillait 2,5 millions de fois plus fort que notre Soleil. Les astronomes ont vu cette étoile pour la dernière fois en 2011. Ils ont décidé de l'examiner de plus près après quelques années, mais il était déjà trop tard. L'étoile avait disparu. Des étoiles aussi massives achèvent généralement leur existence dans des supernovas extrêmement lumineuses, mais les astronomes n'ont rien remarqué de tel. Il existe une théorie selon laquelle l'étoile se serait effondrée en un trou noir, sans produire de supernova au préalable. Ce phénomène se produit chez les étoiles en fin de vie, mais demeure extrêmement rare. Il y a les trous noirs et il pourrait y avoir aussi des mini-trous noirs, même si leur existence n'a pas encore été démontrée. Contrairement à leurs énormes cousins, ces hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules. Soit des nuages de feu et de fumée s'élèvent et la fusée décolle. La Delta IV Heavy est l'une des fusées les plus puissantes jamais construites. 3 énormes moteurs brûlent des tonnes de carburant, ce qui permet au vaisseau spatial de prendre de l'altitude. Les 2 boosters latéraux se détachent et laissent le booster central pour la suite de l'ascension. Une fois en orbite, la fusée libère sa cargaison. Voici la sonde Parker Solar Probe, le premier vaisseau spatial à toucher le Soleil. Et nous allons suivre son voyage étape par étape. La sonde a été lancée le 12 août 2018 et a commencé son voyage vers notre étoile. Le Soleil est à 93 millions de kilomètres de la Terre. C'est 390 fois la distance Terre-Lune et 36 000 fois la largeur des États-Unis d'une côte à l'autre. Les particules de lumière que le Soleil émet ont besoin de 8 minutes pour parcourir cette distance. Pour nos fusées classiques, ce voyage prendrait plus de 200 jours. Mais la sonde Parker Solar Probe l'a parcouru plus rapidement
en utilisant des manœuvres gravitationnelles. Sur son chemin de la Terre au Soleil, la sonde a tourné autour de notre voisine, Vénus. Il lui suffisait d'entrer dans le champ gravitationnel de la planète et de le laisser s'attirer. À ce stade, notre sonde spatiale a reçu un coup de pouce supplémentaire. Et elle n'a pas eu besoin de gaspiller de carburant. Après avoir effectué une orbite, les moteurs de la sonde spatiale ont modifié la trajectoire et la sonde a quitté l'orbite de Vénus. Elle a reçu suffisamment d'accélération pour se rendre jusqu'au Soleil. Et le 5 novembre 2018, la sonde Parker Solar Probe a effectué sa première approche du Soleil. Avant de toucher sa surface, la sonde a d'abord dû entrer dans l'orbite de l'étoile. Pour y parvenir, elle a effectué encore plus de manœuvres gravitationnelles. Ce n'est qu'ensuite qu'elle a commencé à tourner autour du Soleil, l'objet le plus lourd du système solaire, et dont la gravité est la plus puissante. Ainsi, celui-ci a donné à la sonde une incroyable accélération à chaque passage. La sonde solaire Parker se déplaçait constamment entre deux points. Ce sont le périhélie et l'aphélie. Regarde, voici le Soleil et voici l'orbite de la sonde en forme d'ellipse. Le point le plus proche du Soleil est le périhélie. Le Soleil attirait la sonde à une vitesse incroyable. À ce moment, la sonde a commencé à s'éloigner de l'étoile. Elle avait encore beaucoup de vitesse et d'énergie, mais elle luttait contre la force gravitationnelle de l'étoile. Donc, elle a progressivement ralenti. Le point où la sonde a perdu toute son accélération s'appelle l'aphélie. La force gravitationnelle de l'étoile l'a emportée et la sonde a commencé à revenir vers le Soleil en reprenant de la vitesse. La sonde a effectué plusieurs cercles en suivant une orbite stable, mais son orbite s'est à nouveau croisée avec celle de Vénus. Une nouvelle manœuvre gravitationnelle. Après cela, la trajectoire de la sonde Parker Solar Probe s'est légèrement modifiée et elle a gagné en vitesse. Le point de périhélie de son orbite est maintenant plus proche du Soleil. La sonde a effectué plusieurs autres cercles en suivant cette nouvelle orbite. Puis à nouveau, elle s'est approchée de Vénus, une autre approche du Soleil. Chaque rencontre avec Vénus a permis de corriger la trajectoire de la sonde et de réduire progressivement sa distance par rapport à notre étoile. En avril 2021, la sonde Parker Solar Probe s'est finalement approchée du Soleil au point de toucher sa couronne. Bien que la distance réelle entre la sonde et le Soleil ait été de 8,5 millions de kilomètres, cela a tout de même été considéré comme un contact. Regardons la structure de notre étoile en la coupant en deux. Voici le noyau du Soleil. Il fait environ un quart de sa largeur. Ce noyau est 150 fois plus dense que l'eau. En raison de la forte pression et de la température élevée, des réactions nucléaires s'y produisent. L'hydrogène se transforme en hélium et dégage une quantité incroyable de chaleur et de rayonnement. La couche suivante est la zone de rayonnement. C'est là que la chaleur est transférée du noyau aux couches suivantes. Mais ici, les photons ne se déplacent pas vers l'extérieur. Ils peuvent être dirigés n'importe où et réémis de nombreuses fois. Les scientifiques pensent que le temps moyen nécessaire à un photon de lumière pour voyager du noyau à la couche suivante du Soleil est d'environ 10 000 à 170 000 ans. Ensuite, il y a la zone de convection. C'est ce que l'on considère comme la surface du Soleil. Mais ce n'est pas une surface solide. C'est un océan de plasma chaud. Cela ressemble à un nid d'abeilles. C'est parce que le plasma chauffé s'élève des couches inférieures, créant quelque chose comme des mini-geysers. Et tandis qu'il est encore chaud au milieu de ces geysers, les bords se refroidissent, ce qui crée un incroyable motif à la surface du Soleil. Les couches suivantes sont l'atmosphère du Soleil. Tout d'abord, la photosphère. C'est la couche qui émet de la lumière. Et c'est exactement ce que tu vois quand tu regardes le Soleil. Mais attention, ne fais pas ça. Il faut un équipement spécial pour regarder notre étoile. La photosphère a jusqu'à 400 km d'épaisseur. C'est à peu près la hauteur à laquelle la Station spatiale internationale se déplace au-dessus de la Terre. Ensuite, la chromosphère, ou la sphère de couleur. Cette couche de l'atmosphère du Soleil donne à l'étoile sa teinte rougeâtre. Les protubérances solaires apparaissent ici. Ce sont de puissantes émissions de matière qui quittent la surface du Soleil. Leur vitesse peut atteindre 700 km par seconde. À un moment donné, elles sont attrapées par le champ magnétique de l'étoile et ramenées en arrière. Et puis, il y a la couronne, l'enveloppe gazeuse du Soleil. C'est là que se produisent les éjections les plus puissantes. Tu peux voir la couronne pendant les éclipses, lorsque la Lune recouvre le disque solaire. Dans ce cas, tu peux voir une sorte de lueur autour de l'étoile. C'est la couronne. Elle s'étend sur des millions de kilomètres autour du Soleil. Et la sonde Parker Solar Probe a touché précisément cette zone.
C'est là que la matière et le rougeoiement solaire sont encore soumis à la gravité de l'étoile et ne s'envolent pas dans l'espace. Et tout ce qui se trouve au-delà de cette zone est le vent solaire. Ce sont les matériaux et les radiations qui parviennent à échapper à la gravité du Soleil et s'envolent vers l'espace. La sonde solaire Parker a surpris les astronomes en fournissant plus d'informations sur cette frontière. Il s'avère qu'il ne s'agit pas d'un mur circulaire parfait comme nous le pensions. La frontière est discontinue et inégale. Elle ressemble plus à une chaîne de montagnes. Ces régions bosselées ont cette forme à cause du flux irrégulier de plasma provenant de la surface du Soleil. Plus ce flux est important et puissant, plus la frontière est éloignée de la surface de l'étoile. Mais les scientifiques ne savent pas encore ce qui cause exactement cette différence. Après avoir effectué le survol du Soleil, la sonde Parker Solar Probe a poursuivi son voyage et a recommencé à s'éloigner de l'étoile. Les chercheurs s'attendent à 4 autres approches en 2022. En août 2023, la sonde effectuera un survol de Vénus. Elle gagnera en vitesse et s'approchera du Soleil à une distance record. Le prochain survol de Vénus aura lieu en 2024. Avec un peu de chance, la sonde Parker Solar Probe sera capable de résister aux températures élevées et aux radiations à proximité du Soleil. Heureusement, les scientifiques ont pris soin de cela. La sonde a un bouclier solaire. Il est fixé sur le côté de la sonde qui fait face à l'étoile. Il a la taille d'une fenêtre de maison et une épaisseur de 10 cm. Il est fait d'un matériau spécial qui peut résister à une température d'environ 1370 degrés Celsius. C'est presque 6 fois plus élevé que la température d'un four de cuisine classique. Le corps de la sonde est fait d'un matériau blanc qui reflète la lumière du Soleil. Tout l'équipement scientifique est placé au centre de l'ombre de ce bouclier. Si les rayons du Soleil frappent de près le corps non protégé de la sonde, tous les équipements seront hors d'usage en quelques dixièmes de seconde. La sonde solaire Parker est équipée d'un instrument d'investigation des champs électromagnétiques. Il s'agit d'un système permettant de mesurer les champs électriques et magnétiques, les ondes radio, la température et la densité du plasma. L'imageur à grand champ de la sonde Parker Solar Probe, ou WISPER, est un télescope optique, celui-là même qui a pris ces images étonnantes du plasma en mouvement dans la couronne de l'étoile. Ces courants sont ce que tu vois pendant les éclipses solaires. L'enquête sur les protons et les électrons du vent solaire mesure les protons, les électrons et les ions d'hélium. Elle aide les scientifiques à étudier les vents solaires. Elle nuit souvent à notre technologie. Des éruptions inattendues à la surface du Soleil provoquent de graves vents solaires. Ils peuvent brûler les puces des satellites en orbite autour de la Terre. Étant donné que nous avons l'ISS, où des gens travaillent en permanence, nous devons en savoir plus sur les vents solaires et sur la façon de nous en protéger. Alors que la sonde Parker Solar Probe poursuit ses recherches, elle a déjà établi plusieurs records mondiaux. C'est l'objet fabriqué par l'homme le plus proche du Soleil. C'est aussi le détenteur du record de vitesse. Lors de son approche finale du Soleil, la sonde a atteint une vitesse de 162 km par seconde. Cela signifie qu'elle pourrait couvrir la distance entre New York et Los Angeles en seulement 24 secondes. Et un voyage autour de la Terre prendrait environ 4 minutes. Un voyage vers la Lune dans un vaisseau spatial de ce type ne prendrait que 40 minutes. En 2025, la sonde Parker Solar Probe s'approchera au plus près du Soleil, atteignant une vitesse d'environ 690 000 km/h. Mais même cette vitesse ne représente que 0,064% de la vitesse de la lumière. En juillet, lorsque nous sommes à environ 151 millions de kilomètres du Soleil, le monde est globalement plus chaud d'environ 2 degrés Celsius qu'en janvier, lorsque nous sommes 5 millions de kilomètres plus près. C'est parce qu'il y a plus de terres émergées dans l'hémisphère nord de la planète que dans l'hémisphère sud, et la Terre a tendance à se réchauffer plus que l'eau. Pendant l'été septentrional, en juillet, la surface de sol terrestre chauffée est plus étendue qu'en janvier. La planète se réchauffe donc un peu plus à cette époque, même si nous sommes plus éloignés de notre source de chaleur. Plus la Lune est proche de l'horizon, plus elle semble grande. Ce phénomène s'appelle l'illusion lunaire. L'une des théories visant à l'expliquer prétend que l'atmosphère joue le rôle d'une loupe, ce qui fait paraître la Lune plus grosse. En réalité, si l'atmosphère était impliquée dans cet effet, la Lune aurait l'air non pas plus grosse, mais plus petite. La plupart des experts pensent que l'illusion est créée par ton propre esprit, pouvant faire apparaître la Lune plus de 2 fois sa taille. Lorsque le satellite naturel de la Terre est haut dans le ciel, tu n'as aucun repère visuel pour savoir à quelle distance il se trouve. Mais lorsqu'il est près de l'horizon, tu peux voir les objets qui l'entourent en détail. Cela fait paraître la Lune plus grosse.
Mais ce n'est qu'une des nombreuses théories expliquant le phénomène. Au fait, tu peux déjouer cette illusion en te penchant et en regardant la Lune à l'envers à travers tes jambes. Une journée sur Vénus est plus longue qu'une année sur Terre. Il faut en effet à la planète 243 jours terrestres pour tourner sur elle-même, et seulement 225 jours terrestres pour faire un tour complet autour du Soleil. Il y a environ 5 millions d'années, le trou noir supermassif au centre de notre galaxie a propulsé une étoile à partir de lui-même, et elle voyage maintenant à travers la Voie lactée 10 fois plus vite que toute autre étoile. Les anneaux de Saturne sont très fins par rapport à sa taille. Si tu avais un modèle réduit de la planète d'1 mètre de diamètre, les anneaux seraient 10 000 fois plus fins qu'une lame de rasoir. Mercure est âgé de quelques milliards d'années. En 2016, les scientifiques ont découvert des anomalies à la surface de la planète qui montrent qu'elle rétrécit. Après d'autres recherches, ils ont découvert que Mercure n'a pas encore fini de se refroidir. La Terre et la Lune s'éloignent progressivement l'une de l'autre, aussi lentement que tes ongles poussent. C'est le revers de la médaille de la force gravitationnelle de notre satellite. La Lune crée des marées dans les océans de la Terre, qui à leur tour tirent sur la Lune et la font accélérer. Cela déplace le satellite vers une orbite plus élevée. À l'époque préhistorique, la Lune était bien plus proche de notre planète qu'elle ne l'est aujourd'hui. Heureusement, nous ne sommes pas près de perdre la Lune. Plus elle s'éloigne, plus sa force gravitationnelle s'affaiblit. Cela signifie que bientôt, notre planète ne repoussera plus la Lune avec une telle force. Découverte en 2017, Kelt 9b est la planète la plus chaude que nous connaissons. La prochaine fois que tu te plaindras de la chaleur lors d'une journée d'été torride, souviens-toi que les températures de cette planète peuvent atteindre 4300 degrés Celsius. C'est parce qu'elle orbite très près de son étoile, Kelt 9. Cette dernière est bien plus chaude et plus grosse que notre Soleil. Les experts pensent que l'étoile géante pourrait un jour faire s'évaporer la planète entière avec sa chaleur intense. Tout ce qui se trouve sur Terre et tout ce que les gens ont réussi à voir dans l'espace à l'aide de télescopes et d'autres instruments est de la matière normale. Elle est composée d'atomes et de molécules et représente moins de 5% de l'univers. Près des 3/4 de l'univers sont constitués d'énergie sombre. Les astronomes ne sauraient même pas que cette chose existe si, il y a plusieurs décennies, ils n'avaient pas découvert que l'expansion de l'univers ne ralentissait pas. Bien au contraire, elle s'accélérait. Cela signifiait qu'il devait y avoir une force énigmatique qui contrecarrait la gravité, celle que l'on a surnommée énergie sombre. La soudure à froid est un phénomène dans l'espace où deux pièces du même métal s'assemblent sans effort et sans chaleur. Il y a environ 700 millions d'années, un événement mystérieux s'est produit et pourrait avoir transformé Vénus en ce qu'elle est aujourd'hui. Certes, les astronomes ne peuvent pas voir directement la surface de la planète, car elle est recouverte de plusieurs couches d'épais nuages. Mais les missions spatiales envoyées sur la planète ont découvert que Vénus est parsemée de volcans crachant du feu, de montagnes massives, d'innombrables cratères et de gigantesques plaines de lave. Les températures sur la planète sont si incroyablement élevées qu'elles pourraient faire fondre le plomb. Et la pression atmosphérique est si forte qu'elle écraserait instantanément tout être vivant assez téméraire pour y mettre les pieds. Comme si cela ne suffisait pas, l'atmosphère de la planète est remplie de nuages nocifs d'acide sulfurique, dont l'odeur est bien pire que les œufs pourris. Le dioxyde de carbone, le principal composant de l'atmosphère de Vénus, ainsi que le tristement célèbre acide sulfurique, créent un puissant effet de serre. Par conséquent, la basse atmosphère et la surface de la planète sont parmi les endroits les plus chauds de tout le système solaire. Les étoiles à neutrons ont la taille d'une petite ville, mais leur masse est environ 1,4 fois celle du Soleil. Elles se forment lorsque des étoiles massives meurent et que leurs noyaux s'effondrent sur eux-mêmes. Le noyau continue à se replier sur lui-même jusqu'à ce que tous les électrons soient écrasés, ne laissant que des neutrons. Cela fait des étoiles à neutrons parmi les objets les plus denses de l'univers. En fait, une seule cuillère à café de matériaux d'étoiles à neutrons pèserait 1 milliard de tonnes. Bien sûr, obtenir cet échantillon et le rapporter sur Terre serait une tâche difficile, car la gravité sur une étoile à neutrons est 2 milliards de fois plus forte que la gravité sur notre planète. À cause de l'effet de la Lune sur la Terre, notre planète tourne de plus en plus lentement. Mais cela est très progressif. Elle perd environ 17 millisecondes tous les 100 ans. Il faudra donc 140 millions d'années avant que nous ne puissions ajouter une seule heure à une journée.
Mais cela signifie aussi que lorsque les dinosaures existaient, les jours ne comptaient que 23 heures. Il y a très peu d'activité à l'intérieur de la Lune. De plus, il n'y a presque pas d'atmosphère autour. C'est pourquoi les scientifiques peuvent retracer les cratères d'impact qui jonchent la surface du satellite sur des milliards d'années. En datant les cratères, les astronomes ont découvert que la Lune, tout comme notre planète, a subi un grand bombardement tardif il y a environ 4 milliards d'années. Cet événement est également connu sous le nom de cataclysme lunaire et a duré plusieurs centaines de millions d'années. Pendant cette période, une quantité anormalement élevée d'astéroïdes sont entrés en collision avec la Terre, Mercure, Mars et Vénus. La toute dernière théorie scientifique en la matière affirme que Vénus aurait pu avoir un climat agréable et stable pendant des milliards d'années avant que quelque chose ne change la donne. Les astronomes ont fait des recherches approfondies et ont construit un modèle d'un monde virtuel semblable à Vénus. Ce modèle a démontré que pendant la majeure partie de son histoire, la planète chaude avait des océans avec de l'eau liquide, des températures adéquates à la vie et des plaques tectoniques stables. En fait, la planète ressemblait à la Terre telle qu'elle était au début de son existence. Les scientifiques supposent que cette période de développement semblable à la Terre a pu durer plus de 3 milliards d'années. Saturne est une planète avec des vents qui se déplacent à plus de 1770 km/h à l'équateur. C'est aussi la planète qui possède les anneaux les plus proéminents. L'atmosphère de Saturne n'est pas vraiment différente de sa surface. Mais plus tu t'enfonces, plus la pression augmente et l'hydrogène devient liquide. Plus loin vers le centre de la planète, ce gaz liquéfié se transforme en hydrogène métallique. Comme Jupiter, Saturne pourrait avoir un noyau rocheux, entouré d'hydrogène et d'hélium. D'un autre côté, même s'il est composé de matériaux rocheux, le noyau peut toujours être liquide. Les humains explorent l'espace depuis plus de 60 ans et leurs efforts ont certainement porté leurs fruits. Toutes les planètes de notre système solaire ont maintenant été explorées, même les planètes naines, Pluton et Cérès. La plupart des explorations ont été réalisées par le programme Voyager de la NASA, qui a débuté en 1977. Voyager 1 et 2 ont recueilli des informations sur les planètes, leurs lunes et leur système unique d'anneaux et de champs magnétiques. Ces vaisseaux jumeaux continuent d'envoyer des données à la Terre, et Voyager 1 est actuellement dans l'espace interstellaire. Le ciel peut sembler assez paisible quand tu le regardes depuis la Terre. Mais la Voie lactée se dirige vers une collision massive avec la galaxie d'Andromède. Dans 4 milliards d'années, tu peux régler ton alarme, ces galaxies se rencontreront et aucune ne survivra. Les étoiles seront écrasées et les constellations seront détruites. Finalement, les deux géantes fusionneront et formeront une galaxie elliptique. Mais selon National Geographic, notre Soleil et la Terre survivront. Toutes les formes de vie sur Terre auront droit à un spectacle splendide lorsque les galaxies se rejoindront.